3. Décollage. Ils ont décollé. Décollage d'Apollo 11. Apollo 11 s'était lancé, chevauchant la colonne de feu de Saturne V à 384 000 km de la Lune, qui attend l'arrivée imminente du premier homme. 21 juillet 1969. Vous devez être environ 400 millions à suivre la retransmission de l'événement le plus marquant de notre époque et l'un des événements les plus marquants de notre histoire. À 3h56 du matin, ça y est, c'est officiel, un homme a posé le pied sur la Lune. C'est un petit pas pour l'homme. Un pas de géant pour l'humanité. La NASA peut respirer, la mission Apollo 11 est un grand succès. Bonjour, Neil et Buzz. C'est même probablement l'un des plus grands exploits de toute l'histoire de l'humanité, et pour cause. Depuis l'apparition de l'espèce humaine il y a plusieurs millions d'années, c'est la toute première fois qu'un homme pose le pied sur une surface non terrestre. Mais en dehors de l'aspect historique global d'un tel exploit, la mission Apollo 11 de 1969, c'est également un événement majeur de la seconde partie du XXe siècle. En pleine guerre froide, mais surtout en pleine course à l'espace, le fait qu'un tel exploit ait été réussi en premier par des Américains a en effet à l'époque une signification très symbolique. L'alunissage de 1969 devient l'incarnation même de la supériorité des États-Unis sur l'ennemi soviétique et va devenir à l'image de la toute-puissance américaine qui, après avoir dominé le monde, est partie à la conquête de la Lune. Une histoire donc pleine de grandeur, de symbolisme et de puissance, qui n'a pourtant pas totalement convaincu le monde entier. En effet, très peu de temps après l'alunissage de 1969, une théorie va commencer à circuler expliquant que tout était faux et que les Américains n'avaient jamais posé le pied sur la Lune. Et les personnes qui croient le plus à cette théorie, ce sont les Américains eux-mêmes d'ailleurs, dont 11% aujourd'hui pensent que la mission Apollo 11 de 1969 ainsi que toutes les suivantes sont complètement bidons. Un chiffre qui est en forte hausse depuis quelques années. Mais pourquoi ces gens pensent qu'on n'est jamais allé sur la Lune? C'est complètement absurde, je veux dire, cet événement a même été filmé en direct et diffusé à la télévision. Ça n'a juste aucun sens. Oui, mais pas pour les défenseurs de la théorie selon laquelle l'homme n'a jamais mis le pied sur la Lune. Entre drapeaux qui flottent, pellicules qui disparaissent mystérieusement, absence d'étoiles ou encore implications nazies, aujourd'hui on parle d'une des théories du complot les plus populaires et invraisemblables au monde. On n'a jamais marché sur la Lune. Mais juste avant que la vidéo ne commence, si vous appréciez ce type de contenu, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter et à vous abonner. C'est peut-être rien pour vous, mais sachez que ça aide énormément pour le référencement et pour le bon développement de la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront, et nous on est parti pour l'histoire de la théorie du complot lunaire. Bon, pour comprendre pourquoi autant de gens pensent que l'homme n'a jamais été sur la Lune, faut pour ça comprendre le contexte de l'époque, et pour cela, retour dans les années 50. À ce moment-là de l'histoire, on est alors en pleine guerre froide entre les États-Unis et l'URSS. C'est même plus qu'un conflit entre deux pays, mais véritablement une bataille d'idéologie entre le capitalisme et le communisme. Chaque bloc essaye, dès qu'il le peut, de montrer que sa doctrine politique est supérieure à celle de son adversaire. Et il y a un terrain sur lequel Américains et Soviétiques vont directement s'affronter pendant de nombreuses années, le domaine spatial. En effet, à partir de la fin des années 50, démarre ce qu'on appelle aujourd'hui la course à l'espace. Cette course commence en fait réellement le 4 octobre 1957 avec le lancement par les soviétiques du premier satellite artificiel de l'histoire, Sputnik 1. Is an important day in human history. The launch of Sputnik is like the discovery of America by Christopher Columbus. The launch of Sputnik is one of the greatest scientific moments in world history. And in Moscow, the people of a great nation heard the news on their loudspeakers, read the news in their papers. The Russians, who have a constant feeling of inferiority in the modern world, became terrifically elated when their country was able to win the race in getting a satellite up into space. This was one time they had beaten the West in all its propaganda about higher living standards. The Sputnik was something the Russians could now boast about, and they did. Cet événement, c'est une onde de choc, littéralement. Pour la première fois, l'URSS avait dominé technologiquement les États-Unis, chose qui à l'époque relevait de l'exploit. Et bon, si vous connaissez un peu la mentalité américaine, vous savez qu'ils veulent toujours être premiers et ne supportent pas de ne pas être les meilleurs. Et donc, juste après le lancement du Sputnik 1, ils vont eux aussi se lancer dans la conquête spatiale. Dès février 1958, les États-Unis lancent à leur tour leur premier satellite artificiel Explorer 1, et en juillet de la même année, l'agence fédérale NASA est créée. Les Américains ont un objectif en tête, devancer l'URSS dans la conquête spatiale et réaffirmer leur position de toute puissance technologique. Sauf que les Soviétiques ont pris l'avance, beaucoup d'avance même. Premier animal mis en orbite, les Soviétiques. Premier survol de la Lune, les Soviétiques. Et surtout, premier vol spatial habité, les Soviétiques.
soviétiques avec la mission Vostok 1. Alors bien sûr, les Américains aussi ont leur lot de succès, mais les accomplissements les plus prestigieux, c'est bien les soviétiques qui les accomplissent en premier. Les États-Unis étaient en grande difficulté, et pour sauver la face et affirmer leur toute-puissance technologique, il leur fallait donc marquer les esprits. Mener une mission si exceptionnelle qu'elle éclipserait tous les précédents succès soviétiques. Alors, le 25 mai 1961, le fraîchement élu président américain John Fitzgerald Kennedy prononce un discours devant les membres du Congrès des États-Unis. Il leur annonce son projet totalement fou, voir un Américain poser le pied sur la Lune avant la fin de la décennie. Pour cela, tous les moyens financiers et technologiques devront être mobilisés afin de réussir cette prouesse. Kennedy renouvellera sa promesse un an plus tard, en septembre 62, lors d'un discours devenu mythique dans lequel il prononcera la phrase suivante « We choose to go to the moon ». Its conquest deserves the best of all mankind. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Et si aujourd'hui la promesse de Kennedy est presque prophétique tant elle s'est avérée juste, à l'époque c'était tout de même pas gagné. Comme je vous l'ai dit, les soviétiques étaient les plus en avance dans la course à l'espace et personne n'imaginait les Américains réussir à non seulement à les dépasser, mais en plus envoyer un homme sur la Lune. Qui plus est, avant 1970. Ça fait quand même beaucoup d'obstacles à franchir, mais les États-Unis ne vont pas se décourager et mobiliser tous les moyens possibles et inimaginables pour réaliser ce projet. La NASA se voit notamment dotée d'un budget phénoménal qui passe de 89 millions de dollars en 1958 à 5,9 milliards en 1966, soit 55 milliards de dollars actuels. Oui, c'est colossal, mais c'est pas tout. Les Américains vont également embaucher les meilleurs scientifiques du pays pour mener à bien cette mission, notamment un homme, Wernher von Braun. Alors, bon, on est d'accord, son nom sonne pas très ricain, et c'est un peu normal, car von Braun, c'est un Allemand. Plus précisément, un ex-grand scientifique nazi, proche d'Hitler, et qui a mis au point le missile V2, premier missile balistique de l'histoire. Mais alors, si von Braun était un scientifique nazi qui a créé une arme de destruction mortelle, qu'est-ce qu'il foutait aux États-Unis et pourquoi il va être embauché par la NASA? Il devrait pas plutôt croupir dans une cellule de prison pour le restant de ses jours? Eh bien, pas vraiment. En fait, juste après la Seconde Guerre mondiale, une opération secrète américaine nommée l'opération Paperclip est lancée. Cette mission visait à extrader des scientifiques nazis de l'Allemagne pour les ramener aux États-Unis afin qu'ils partagent leurs découvertes aux Américains. Et je vais pas rentrer dans les détails de ce qu'est exactement l'opération Paperclip car c'est assez complexe et rocambolesque, mais si vous voulez une vidéo complète sur cet événement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et donc, notre fameux Wernher von Braun va faire partie des scientifiques extradé par l'opération Paperclip. Il arrive en septembre 1945 aux États-Unis où il est nommé responsable du programme de missiles balistiques de l'armée américaine. Et au début des années 60, il est recruté par la NASA pour prendre part à la conquête spatiale américaine. Et von Braun y va occuper une place centrale dans ce projet car c'est lui qui sera chargé du développement du Saturn V, le lanceur spatial utilisé par la NASA pour toutes les missions du programme Apollo. Et donc forcément, avoir un ancien scientifique nazi à ce point impliqué dans l'un des plus grands projets de l'histoire des États-Unis, ça va que favoriser la naissance de la théorie du complot lunaire. Enfin, le dernier gros élément à prendre en compte pour comprendre le contexte de l'époque et qui va faire dire à certains que tout était bel et bien truqué, c'est la guerre au Vietnam dans les années 60. On en a déjà un peu parlé sur cette chaîne avec ma vidéo sur Henry Kissinger, mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'à la fin des années 60, en 1968 et surtout en 1969, les États-Unis étaient en train de perdre le conflit vietnamien. Pire, les civils américains étaient majoritairement contre la guerre au Vietnam et manifestaient régulièrement pour montrer leur mécontentement. Et donc, si j'ai pris du temps pour vous parler de tout ça, de la course à l'espace, de la guerre au Vietnam, de Wernher von Braun ou bien du discours de Kennedy, c'est pour bien que vous compreniez le contexte de l'époque et les éléments qui vont permettre à la théorie du complot d'émerger. Car maintenant que vous avez le contexte, imaginez le tableau. On a un pays qui est dans l'obligation d'envoyer un homme sur la Lune avant la fin de l'année 1969 sous la peine de se ridiculiser devant le monde entier et de voir sa toute-puissance être mise en question. Un pays qui, en plus, est en proie à de nombreuses divisions internes au sein de sa propre population à cause d'une guerre qui n'en finit pas et a donc besoin d'un événement marquant pour éclipser ses échecs. Enfin, un pays qui n'a pas hésité à faire appel à d'anciens hauts gradés nazis pour mener à bien son projet. Mettez tous ces éléments bout à bout et vous obtenez le contexte parfait pour donner naissance à l'une des théories du complot les plus folles de l'histoire.
Après l'alunissage de 1969, le monde entier n'en revient pas. Les Américains ont réussi l'impossible et un homme a bien mis le pied sur la Lune. Ils ont dit qu'ils allaient le faire et ils l'ont fait. Vous vous doutez bien qu'ils n'allaient pas s'arrêter en si bon chemin et donc entre 1969 et 1972, 6 autres missions Apollo sont lancées, dont 5 renverront des hommes sur la Lune. Et c'est vraiment après 1972, quand cette folle course à l'espace qui durait depuis 15 ans venait toucher à sa fin, que la théorie du complot lunaire va émerger. L'euphorie retombée, des gens vont commencer à s'interroger sérieusement. Sommes-nous réellement allés sur la Lune? Et d'abord assez marginal, la théorie du complot va surtout gagner en popularité presque uniquement à cause d'un seul homme, Bill Kaysing. Bon allez, je vous fais les présentations. Bill Kaysing, c'était un ancien officier de la marine américaine qui avait notamment travaillé pour l'entreprise Rocketdyne, la société qui fabriquait les moteurs du fusée du Saturn V. Et si vous avez bien suivi, le Saturn V, c'est le lanceur spatial utilisé par la NASA pour toutes les missions du programme Apollo, et qui va être conçu par le fameux Wernher von Braun. Et donc en 1976, ce Bill Kaysing, qui est alors un inconnu du grand public, sort un livre intitulé « Nous ne sommes jamais allés sur la Lune, une escroquerie américaine à 30 milliards de dollars ». Et vous allez voir que c'est presque uniquement à cause de ce livre que la théorie du complot lunaire va devenir aussi populaire. Mais donc, Bill, qu'est-ce qu'il dit dans son fameux livre? Eh bien, il avance différentes supposées preuves visant à démontrer que toutes les missions Apollo étaient fausses et que l'homme n'est jamais allé sur la Lune. Et parmi ces preuves, il y en a 3 qui vont particulièrement devenir populaires et attirer l'œil du grand public. La première, c'est l'absence d'étoiles sur les photos et vidéos de la mission Apollo 11. En effet, étant dans l'espace, on aurait normalement dû voir des milliers et des milliers d'étoiles sur les photos et vidéos prises sur la Lune. Or, c'est pas le cas. La deuxième preuve avancée par Kaysing, c'est concernant le module lunaire Apollo. Selon l'auteur, l'atterrissage du module aurait dû produire un cratère énorme et soulever beaucoup de fumée. Or, encore une fois, ce n'est pas ce qu'on voit sur les photos et vidéos. Enfin, la dernière grosse preuve de Kaysing, c'est la mort de Thomas Barron, un ancien employé de la North American Aviation, une entreprise qui travaillait avec la NASA sur les programmes Apollo. Thomas Barron avait dénoncé les conditions de travail de son employeur et avait notamment accusé la NASA d'être responsable de l'accident de l'Apollo 1 avant d'être retrouvé mort 6 jours plus tard. Bon, je sais, ça paraît très flou dit comme ça, mais vous inquiétez pas, on reparle de Thomas Barron et sa mort mystérieuse plus en détail dans quelques minutes. Et le truc avec le livre de Bill Kaysing, c'est que pour l'avoir lu, je trouve qu'il est écrit de manière assez intelligente, et franchement, je comprends pourquoi autant de gens ont cru à ce qu'il a dit. Ce que je veux dire par là, c'est que tout au long de son livre, en dehors de parler du complot autour de l'atterrissage sur la Lune, Kaysing raconte les différentes fois où le gouvernement américain a menti devant le monde entier. Il parle de l'accident de l'U-2, des coups d'état organisés par la CIA en Amérique latine, et bien entendu du scandale du Watergate qui avait eu lieu 2 ans plus tôt en 1974. Et là où, comme je vous l'ai dit, c'est intelligent cette manière de faire, c'est que globalement, en rappelant tous ces scandales, Kaysing pose clairement l'hypothèse suivante. Les États-Unis mentent depuis des décennies sur des sujets extrêmement graves. Pourquoi ils ne l'auraient pas fait pour le programme Apollo? C'est un raisonnement qui peut paraître simpliste pour certains, mais qui en réalité explique très souvent pourquoi des théories du complot, même assez absurdes, deviennent virales. Car plus le pouvoir en place ment, moins la population a confiance en lui, et donc plus les théories du complot se propagent. Surtout que dans le cas du programme Apollo, comme on a vu dans la partie 1, entre la course à l'espace, la guerre au Vietnam et la promesse de Kennedy, le gouvernement américain avait tout intérêt à ce que l'alunissage de 1969 ait lieu, et ce, quoi qu'il en coûte. Et d'ailleurs, Bill Kaysing explique que pour lui, au départ, les Américains avaient bel et bien cherché à aller sur la Lune, sauf qu'au bout de quelques années, il s'était rendu compte que c'était juste infaisable. Mais pour pas se ridiculiser devant le monde entier, et surtout expliquer à la population américaine qu'ils avaient englouti des milliards de dollars dans le vent, ils auraient préféré fausser l'alunissage. Et pour faire ce faux alunissage, Bill Kaysing a aussi une théorie qui, selon lui, est infaillible. Oui, vraiment c'est génial, Bill a réponse à tout. En fait, selon lui, au lieu d'aller sur la Lune, la NASA aurait décidé de tourner les images des missions Apollo sur un plateau de cinéma. Et pour cela, Bill nous donne même le nom du réalisateur de ces images, Stanley Kubrick. Oui, ça paraît comique, mais Kaysing, lui, est affirmatif quant au fait que Kubrick soit impliqué dans la conspiration et que c'est lui qui a réalisé les images de l'alunissage de 1969. Mais pourquoi il dit ça? En fait, sa théorie repose sur le fait qu'un an auparavant, le film 2001 L'Odyssée de l'espace, réalisé par Stanley Kubrick, sortait au cinéma. Ce film raconte l'histoire d'une grande mission spatiale, avec notamment un certain nombre de scènes se déroulant sur la Lune. À sa sortie en 1968, le film est un succès phénoménal et particulièrement loué pour ses effets spéciaux jugés révolutionnaires pour l'époque. Et pour Bill Kaysing, la NASA aurait donc contacté Kubrick après la sortie de 2001 L'Odyssée de l'espace pour que le réalisateur les aide à mettre en scène un faux atterrissage sur la Lune. Rien que ça. Et avec tout ce qu'on vient de voir, vous comprenez un peu mieux comment la théorie du complot lunaire s'est développée. Au début assez marginal, c'est vraiment le livre de Bill Kaysing qui va lui permettre de se répandre aux États-Unis d'abord, puis dans le monde entier. En fait, la sortie du livre de Kaysing va faire tellement de bruit qu'en 1977, la NASA est obligée de démentir et de publier un communiqué dont la première phrase est tout simplement « Yes, we did land on the moon ».
Oui, c'est vraiment très américain cette manière de faire. Mais malgré la publication de ce communiqué, la théorie du complot ne va pas disparaître et au contraire va grossir et devenir de plus en plus importante. D'année en année, de nombreuses supposées preuves vont s'ajouter aux arguments de Kaysing, renforçant la crédibilité de cette théorie du complot. On parle de drapeaux américains qui flottent, d'empreintes de pas d'astronautes très visibles, de pellicules qui disparaissent ou encore d'ombres lunaires qui ne sont pas parallèles. Tant d'éléments visant à démontrer que la NASA a bel et bien menti et que les Américains n'ont jamais posé le pied sur la Lune. Mais est-ce réellement le cas ? Pour montrer qu'une théorie comme celle du complot lunaire est fausse, il y a globalement deux manières de faire. La première, c'est la manière classique, visant à réfuter les preuves avancées une par une, en avançant à chaque fois des arguments précis et détaillés. Mais honnêtement, cette manière de faire est très longue. Vraiment, je rigole pas. Pour le complot lunaire, j'ai recensé plus d'une trentaine de preuves qui visent toutes à démontrer qu'on n'est jamais allé sur la Lune. Je les ai toutes examinées, mais vous vous doutez bien que réfuter ces preuves une par une en vidéo, c'est juste beaucoup trop long. Alors, pour montrer que la théorie du complot lunaire est fausse, on peut utiliser une seconde méthode. Celle-là, beaucoup plus rapide, car elle nécessite seulement d'avancer un seul élément qui prouve que ce que vous dites est vrai et détruit donc la théorie du complot. Dans notre exemple, il suffit de donner une seule preuve irréfutable que l'homme a bel et bien été sur la Lune pour rendre toutes les théories du complot caduques. Et ça tombe bien, car ces preuves censées être irréfutables, on en a plusieurs. La première, c'est tout simplement la taille du projet Apollo. En effet, plus de 400 000 personnes ont travaillé sur ce projet pendant près de 10 ans. Oui, c'est colossal, et si l'homme n'était effectivement pas allé sur la Lune, on peut raisonnablement penser qu'au moins une personne sur les 400 000 impliqués dans le projet Apollo aurait fini par vendre la mèche et révéler le scandale. Or, ça n'a pas été le cas, et aucune personne impliquée dans le projet Apollo n'a jamais reconnu que tout ceci était faux. Et au-delà de l'aspect logique de se dire qu'un secret gardé par autant de monde aurait fini par être découvert, on a aussi une preuve mathématique de ça. En effet, en 2016, un physicien irlandais du nom de David Robert Grimes a calculé combien de temps il aurait fallu pour qu'une personne impliquée dans le complot lunaire ait décidé de révéler le scandale. Et le résultat est sans appel, 3,68 années. Ça veut dire que globalement, dès 1973, au moins une personne aurait dû vendre la mèche. Or, même aujourd'hui 50 ans plus tard, il y a toujours personne ayant travaillé pour ce projet qui n'ait ne serait-ce qu'insinué que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. No, I'm not a hero or anything. The real heroes are the astronauts. They take all the risks. I'm just one of the many thousands of engineers that happened to be lucky enough to be involved in that program. Et d'ailleurs, au passage, je parle beaucoup d'Apollo 11, mais c'est pas la seule mission qui a fait atterrir des hommes sur la Lune. Non, entre 1969 et 1972, c'est pas moins de 6 missions Apollo qui ont eu lieu et qui ont envoyé des hommes poser le pied sur la Lune. On peut donc se demander l'intérêt de mettre en scène 6 fois un événement d'une telle ampleur. Une fois, je veux bien, 2 fois, pourquoi pas, mais 6, c'est quand même légèrement abusé. Et en parlant de ces expéditions, l'une des autres preuves irréfutables que l'homme a bel et bien posé le pied sur la Lune, c'est tout simplement les roches qu'ont rapporté les astronautes des différentes missions Apollo. Car oui, à part faire des jolies photos et planter le drapeau américain, les astronautes ont aussi ramené des morceaux de la Lune directement sur Terre. Et si là toutes les preuves irréfutables que je vous ai présentées ne vous suffisent toujours pas, alors sachez qu'il existe encore une autre manière de prouver que l'homme est bel et bien allé sur la Lune. Ça date de 2009, quand une sonde spatiale est lancée par la NASA, la Lunar Reconnaissance Orbiter, dont l'objectif était d'étudier la Lune depuis son orbite. Et cette sonde, elle va prendre beaucoup de photos de la Lune. Et sur ces photos, on peut clairement voir les différentes traces laissées par les astronautes du programme Apollo. On voit par exemple le drapeau, les traces des véhicules ou encore le site d'atterrissage du module lunaire. Bref, encore un élément montrant que oui, l'homme a bel et bien été sur la Lune et que toutes les preuves avancées par les partisans de la théorie du complot lunaire ne tiennent pas du tout la route. Et si ces soi-disant preuves, comme je vous l'ai dit, sont très nombreuses et que je vais pas m'amuser à les réfuter une par une, je vais quand même vous parler rapidement des principales. Tenez, prenons l'exemple du drapeau américain qui flotterait et donc serait une preuve qu'on est sur Terre et pas sur la Lune. Mais en fait, s'il est bien droit comme ça, c'est car il est soutenu par une barre de métal horizontale en haut. Et s'il semble flotter, c'est simplement car il a été froissé lors du voyage et qu'en l'absence d'atmosphère, il conserve ses plieurs. Pareil pour l'argument de Bill Kaysing sur l'absence d'étoiles sur les photos et vidéos prises lors des différentes missions Apollo. Là encore, l'explication est relativement simple et logique. En fait, cela est principalement dû au fait que le soleil étant une source de lumière extrêmement puissante, les appareils photos des astronautes ont été paramétrés pour l'exposition de jour. Et donc forcément, avec de tels paramètres, les étoiles ne pouvaient juste pas apparaître sur les photos. Et vraiment, pour chaque argument avancé par les personnes pensant que les missions Apollo sont fausses, c'est la même chose. L'explication est relativement simple et logique, et aucune soi-disant preuve ne tient réellement la route. Enfin, non, j'exagère un tout petit peu. Je dois avouer qu'il y a quand même quelques éléments bizarres sur les missions Apollo qui encore aujourd'hui n'ont pas d'explication claire et précise. Bon,
Avec ce qu'on a vu dans la partie précédente, je pense que vous êtes tous d'accord pour dire que oui, l'homme a bel et bien posé le pied sur la Lune, et que tous les arguments avancés par les défenseurs de la théorie du complot sont caduques. Mais j'avoue que lors de l'écriture de cette vidéo, je suis tombé sur 2-3 choses assez troublantes dont encore aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'explication. La première chose étrange, c'est le fait que les images originales de la mission Apollo 11 aient tout bonnement disparu. Oui, vous m'avez bien entendu. En fait, les images que tout le monde a vues le 21 juillet 1969 sont les images transmises par radio depuis la Lune vers la Terre. Mais les bandes vidéo originales, celles qui justement se trouvaient sur la Lune, elles ont disparu. Personne ne sait où sont passées ces bandes, et encore aujourd'hui, cette disparition soudaine reste un mystère. Et donc, pour certains, c'est la preuve irréfutable que l'alunissage de 1969 est un coup monté, car selon eux, l'analyse des bandes vidéo originales aurait pu permettre de déceler des incohérences qui sont non visibles sur les copies. Après bon, certes, c'est mystérieux, mais n'oublions pas qu'il y a eu 5 autres missions lunaires en plus d'Apollo 11, et dont là, pour le coup, on a bel et bien les pellicules originales. L'autre chose assez étrange sur laquelle je suis tombé, et qui là, pour le coup, m'a vraiment pas mal interloqué, c'est la mort de Thomas Beron. Alors si vous suivez bien la vidéo, la mort de Thomas Beron, c'est quelque chose qui a été abordé dès 1976 dans le livre de Bill Kaysing. On parle là d'un ancien employé de North American Aviation qui avait dénoncé les conditions de travail de son employeur, et surtout accusé la NASA d'être responsable de l'accident de l'Apollo 1 avant d'être retrouvé mort 6 jours plus tard. Et dit comme ça, c'est déjà assez bizarre, mais quand on se penche un peu plus sur cette affaire, c'est là que ça devient vraiment intriguant. Car déjà la manière dont a été tué Thomas Beron, elle est assez particulière. Alors qu'il était en voiture avec sa femme et sa belle-fille, il se fera écraser par un train et décédera subitement. Beron arrivait par le sud sur cette route. À quelle vitesse roulait le train ? Le train roulait à 65 km/h. Si j'en crois le rapport, les freins de la voiture de Beron fonctionnaient correctement, et le conducteur du train a klaxonné 2 fois. Mais Beron est mort. Oui, c'est déjà assez bizarre, mais surtout, comme je vous l'ai dit, cette mort est intervenue 6 jours à peine après que Beron ait accusé la NASA d'être impliquée dans l'accident de l'Apollo 1. Ah oui, vous vous demandez peut-être c'est quoi l'accident de l'Apollo 1, parce que c'est vrai que on n'est pas vraiment parlé. Bien, tout simplement, Apollo 1, ça devait être la première mission du programme Apollo qui transportait un équipage. Sauf que le 27 janvier 1967, lors d'une répétition au sol, un incendie se déclenche et tue les 3 astronautes faisant partie de l'équipage. Après une enquête sous haute tension, la NASA conclura que l'incendie avait été déclenché par un court-circuit et que la mort des astronautes était accidentelle. Une version qui convaincra tout le monde, mais pas Thomas Beron. Ce dernier, en tant qu'employé de North American Aviation, avait, avant l'accident, maintes et maintes fois averti l'entreprise que les normes de sécurité de la NASA n'étaient pas conformes. Il était même allé jusqu'à contacter la presse pour leur expliquer la situation et leur exposer ses critiques sur les méthodes de travail de la NASA. Bon, suite à ça, il se fera alors virer de son job, mais il lâchera pas l'affaire, et après l'accident de l'Apollo 1, Beron va refaire parler de lui. Il va dire que cet incident était prévisible et que lui avait souvent pointé du doigt les problèmes de sécurité du programme Apollo sans jamais être pris au sérieux. Il va même aller encore plus loin, car le 21 avril 1967, 6 jours donc avant sa mort, il va témoigner devant la commission chargée de l'enquête sur l'accident de l'Apollo 1. Il va expliquer que pour lui, l'incendie n'était pas un accident, mais le fruit de la négligence de la NASA. Pour appuyer ses propos, il avait même monté un dossier de plus de 500 pages, montrant point par point toutes les fois où la NASA avait enfreint le protocole de sécurité. Oui, il était vraiment déterminé. Mais voilà, 6 jours après son témoignage, il se fait donc écraser par un train, et son rapport de 60 pages ne sera jamais retrouvé. Il s'est volatilisé. C'est très bizarre, on est d'accord, et je vous avoue que cet événement, quand je me suis penché dessus, je savais pas trop quoi en penser. Car pour avoir lu tout le témoignage de Beron devant la commission d'enquête, et Dieu sait que c'était long, il tient des propos qui, s'ils sont avérés, sont extrêmement graves. Car cela voudrait dire qu'à cause de sa négligence, la NASA est directement responsable de la mort de 3 astronautes. Mais ok, imaginons que Thomas Beron ait raison, et que la NASA ait effectivement été impliquée dans l'accident de l'Apollo 1. Quel est le rapport en soi avec le complot lunaire ? C'est très simple. Pour les partisans de la théorie du complot, la NASA est effectivement impliquée dans l'accident d'Apollo 1, et pire, c'est elle qui l'a provoqué. Pourquoi ? Car les 3 astronautes s'apprêtaient à dévoiler au monde entier que tout le programme Apollo était faux et que la NASA n'allait envoyer personne sur la Lune. C'est pour ça que la NASA aurait tué l'équipage d'Apollo 1 et se serait ensuite chargé d'éliminer Thomas Beron, voyant qu'il était sur le point de découvrir la vérité. On dirait un scénario de James Bond, mais je vous jure que la mort de Thomas Beron, c'est un argument clé des partisans du complot lunaire. I believe that Thomas Ronald Beron was murdered because he had the truth to tell about the Apollo project. Et vraiment, si aujourd'hui autant de personnes continuent à penser qu'on n'est jamais allé sur la Lune, c'est en partie à cause de la mort de Thomas Beron il y a plus de 50 ans.
11%. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction de cette vidéo, c'est globalement aujourd'hui le pourcentage d'Américains qui pensent que l'homme n'est jamais allé sur la Lune. Un chiffre en forte hausse, mais qui était encore relativement faible il y a quelques années. En effet, pendant assez longtemps, la théorie du complot lunaire était assez marginale, et presque personne ne remettait en question la version officielle. Enfin, ça, c'était jusqu'au début des années 2000, quand cette théorie du complot va soudainement avoir un gigantesque regain de popularité. Tout d'un coup, ce ne sont plus quelques milliers d'individus qui ont lu le livre de Bill Kaysing qui pensent que l'homme n'est jamais allé sur la Lune, mais des millions et des millions de personnes. Alors, comment expliquer un tel phénomène? En fait, il y a surtout 3 événements qui vont permettre à la théorie du complot lunaire de voir sa popularité exploser. La première, c'est la diffusion en 2001 d'un reportage sur la Fox nommé Conspiracy Theory, Did We Land on the Moon? On Conspiracy Theory, did we land on the moon? Ce reportage, dans lequel apparaît notamment notre bon vieux Bill Kaysing, va être visionné par des millions d'Américains et va largement participer à la propagation de la théorie du complot lunaire. Le deuxième événement qui va pousser de nombreuses personnes à croire que l'homme n'a jamais mis le pied sur la Lune, c'est tout simplement le 11 septembre 2001. On a déjà parlé sur cette chaîne avec cette vidéo, mais énormément d'événements du 11 septembre sont entourés de mystères, et pour beaucoup, il est évident qu'il s'agit d'un complot. Et donc on applique la même logique dont je vous ai parlé en seconde partie. Si on a menti sur le 11 septembre, pourquoi on ne nous aurait pas menti sur l'émission Apollo? Logique simple, mais toujours aussi efficace. Enfin, le troisième événement qui va redonner vie à la théorie du complot lunaire, le plus important, c'est tout simplement Internet. En effet, avec l'arrivée des ordinateurs dans la plupart des foyers au début des années 2000, la popularité des théories du complot explose. Mais genre, vraiment, c'est délirant. Des milliers de forums sont créés pour démontrer point par point que tel ou tel événement historique est faux, avec preuve à l'appui. Et vous en doutez, l'une des théories du complot qui va rapidement devenir virale sur ces forums, c'est tout simplement la théorie expliquant que l'homme n'a jamais marché sur la Lune. Et c'est vraiment l'addition de ces 3 événements, le reportage de la Fox, le 11 septembre 2001 et l'arrivée d'Internet, qui va faire décoller la popularité du complot lunaire. Et quand je vous dis que la popularité de la théorie va exploser, je pèse vraiment mes mots. Dites-vous qu'en 2002, la NASA en avait tellement marre qu'on pense que l'homme n'a jamais marché sur la Lune qu'elle va proposer 15 000 $ au journaliste James Orberg pour qu'il rédige un article réfutant point par point tous les arguments de la théorie du complot. Mais ça va même aller encore plus loin. Le 9 septembre 2002, un homme va aller interpeller Buzz Aldrin, le deuxième homme après Armstrong à avoir posé les pieds sur la Lune, l'accusant d'être un menteur complice de la NASA. Et bon, je vous laisse admirer la réponse d'Aldrin. You're the one who said you walked on the moon when you didn't. Calling the kettle black if I ever thought of it. Saying I misrepresented myself. Away from me. You're a coward and a liar and a thief. 72 ans, mais toujours un sacré crochet à ce qu'on peut voir. Mais cette réponse violente de Aldrin, au-delà de faire un peu sourire, elle démontre surtout l'ampleur qu'a pris la théorie du complot lunaire au début des années 2000. Ce ne sont plus simplement quelques personnes isolées, mais bien des millions de gens qui pensent désormais que l'homme n'a jamais mis le pied sur la Lune et qui sont prêts à tout pour le prouver. Et aujourd'hui, en 2024, la situation n'a pas vraiment changé. Le nombre de personnes pensant que le complot lunaire est vrai ne fait qu'augmenter. Et comme je vous l'ai dit, on estime qu'environ 11% des Américains sont convaincus qu'aucun homme n'a jamais mis le pied sur la Lune. C'est un chiffre qui est honnêtement vraiment gros pour une théorie aussi énorme, mais en même temps c'est assez logique. La théorie du complot lunaire est iconique. Tout le monde en a entendu parler. Il y a eu tellement d'émissions, de films, d'articles sur cette théorie que c'est impossible de ne pas connaître au moins un des nombreux arguments qui la défend. Elle a dépassé son rôle de simple théorie de seconde zone promue par Bill Kaysing dans les années 70 pour se hisser au rang de reine des théories du complot. Elle est la source de tous les fantasmes et c'est pour cela qu'elle attire autant de gens. Malgré le fait qu'on dispose de toutes les preuves possibles et inimaginables montrant que le complot lunaire est faux, certains ont quand même envie d'y croire. Car honnêtement, on ne va pas se le cacher, qui ne s'est jamais posé la question de si oui ou non, l'homme avait bel et bien mis un jour le pied sur la Lune. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Après ma vidéo parlant des théories sur le 11 septembre 2001, j'avais vraiment envie de parler d'un autre complot, encore plus fou, et d'expliquer pourquoi des gens pensent que cette théorie est vraie. Bon, je vous avoue que par rapport au 11 septembre, les arguments défendant la théorie du complot lunaire sont pas très crédibles à mes yeux, bien qu'il y ait quand même un ou deux éléments troublants, comme la mort de Thomas Beron. C'est clair qu'on est allé sur la Lune, et si des complots existent bel et bien, comme on le voit un peu trop souvent sur cette chaîne, il est pas non plus bon de penser que tous les grands événements historiques sont faux et trafiqués. Pour ma part, ce que je trouve assez intéressant avec cette théorie, c'est comment elle s'est en majeure partie diffusée à cause d'un seul homme, Bill Kaysing, et surtout la manière dont elle a évolué au fil des années pour devenir l'une des théories du complot les plus iconiques au monde. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous connaissiez bien la théorie du complot lunaire, et est-ce que peut-être vous y croyez? Et surtout pourquoi? Dites-moi tout ça en commentaire, comme d'habitude je lirai tous vos messages avec la plus grande attention. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, on est de plus en plus sur cette chaîne et ça fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui le feront, prenez soin de vous, et moi je vous dis à très bientôt pour réellement comprendre comment le monde marche.